Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Les qualités des leaders, comment repérer les talents clés et bâtir l'avenir avec les bons acteurs. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vous propose de faire un petit test technique, voir si vous nous entendez bien. Donc, vous avez une section de chat sur votre droite, normalement, dans laquelle vous pouvez échanger avec nous. Donc, peut-être nous mettre un petit message pour voilà, voir que vous nous entendez bien. Gérard, Aude, Morgane, Sharon. Voilà, vous pouvez écrire sur la droite. Ça va être notre moyen de communication aujourd'hui. Donc, dites-nous si vous nous entendez bien, si tout fonctionne. Comme ça, pour nous, ça veut dire qu'on peut, démarrer tranquillement. Alors, soyez pas timide. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le chat fonctionne pour tout le monde? Normalement, il devrait fonctionner. Je vois que quelqu'un écrit Aude. OK, super Aude. Merci Aude de nous répondre. Donc ça veut dire que vous nous entendez bien. Isabelle également. Parfait. Bon, bah, nickel. Et on va pouvoir, démarrer. Alors, petite précision, donc je suis Pablo, responsable des conférences sur le campus, et donc aujourd'hui, je suis accompagné donc de Régis et Antoine du Bonjour. cabinet Ellie, Bonjour. Partners, pour cette conférence, sur les qualités des leaders, comment repérer les talents clés et bâtir l'avenir avec les bons, acteurs. Donc, on vous souhaite, voilà, la bienvenue. Et avant de laisser Antoine et Régis se présenter, en fait, on aurait aimé, en savoir un petit peu plus sur vous pour comprendre, voilà, surtout pour comprendre pourquoi vous êtes ici et que cette conférence soit pas un monologue, hein, mais que vraiment elle s'intéresse à vos défis, à vos enjeux actuels. Et donc, on aurait aimé vous poser 3 questions. La première, c'est dans quel business êtes-vous? Alors là, le but, c'est de bien comprendre, bah, voilà, votre activité. Est-ce que vous êtes DRH? Est-ce que vous êtes, directeur, d'une business unit? Est-ce que, vous êtes, coach, consultant? Peu importe, mais bien comprendre, voilà, votre activité. La deuxième question, c'est votre obstacle numéro un pour créer une culture d'amélioration continue au sein de votre organisation. C'est quoi l'obstacle, la difficulté? Et donc là, soyez assez précis également. Et ensuite, votre échéance pour, est-ce que c'est quelque chose de très urgent? C'est un projet sur l'année 2025? Voilà, et donnez-nous un peu plus de contexte. Et ça va nous permettre donc de comprendre les difficultés. Si on n'a pas compris, on vous dira de préciser, et ça va nous aider également enfin, ça va surtout aider Régis et Antoine qui sont eux les experts, pour la suite de la conférence. Essayez de répondre dans un même message également avant de taper sur entrée. Ça sera plus simple en fait pour la lecture. Et je pense que c'est bon. Pour ceux qui viennent de se connecter, on était en train de demander, en fait, de poser 3 questions pour en savoir un petit peu plus sur vous avant de démarrer la conférence. Les 3 questions sont donc, celles qui sont écrites, hein, votre business, quelle est votre activité? Votre obstacle numéro un en matière pour créer une culture d'amélioration continue, et votre échéance. Donc, je vois que ça écrit. On va prendre 5 minutes pour revenir sur ces enjeux afin qu'on puisse voilà, les traiter. Donc, je vois Alors, que. Ouais. Pablo, c'est pas culture d'amélioration continue, ça c'était l'ancien webinaire. Ah mince. La problématique sur laquelle on vous interroge, en fait, c'est sur le webinaire d'aujourd'hui, sur, sur la capacité à repérer des talents clés dans les projets de transformation. Voilà. J'étais trop concentré, mais j'ai pas fait Non, attention. c'est nous, on n'a pas changé de slide.
Donc voilà, Antoine a précisé. Donc je vous laisse voilà, répondre. Je vois que ça écrit. On va pouvoir analyser tout ça. Morgan, je vois que vous êtes donc DRH et coach. On attend la suite pour voir si on a tout bien compris. Peut-être, Antoine, est-ce que vous pouvez répéter? Il y a des gens qui viennent de se connecter pour l'obstacle, pour leur préciser que la question n'est pas comme celle indiquée. En fait, j'ai remis dans le chat. Du coup, Ah, voilà, ok. donc, je vous pose, ouais, c'est dans quel business vous êtes, quel est votre obstacle numéro un en matière de recrutement de leaders et quelle est votre échéance. Voilà. Voilà, donc le recrutement de leaders. Vous n'êtes pas obligé voilà, de faire très détaillé. On comprend que c'est par le chat, donc il y aura des occasions d'échanger. Voilà, on comprend que ce n'est pas le meilleur moyen pour interagir. Donc ne vous embêtez pas à écrire beaucoup. C'est pas l'objectif. Juste voilà, nous mentionner ce que vous rencontrez. Donc, Aude, DRH de transition, la problématique, donc c'est le manque d'appétence de l'orga pour les dynamiques de changement du fait de ses dirigeants ou de ses collaborateurs, échéance immédiate et permanente. Ok, moi, je pense que c'est assez clair. C'est clair pour vous, Régis et Antoine? Ou est-ce qu'il y a besoin de précision? Bah, quelques sujets de dynamique, enfin quelques sujets de changement qui sont en lien avec ce qui est traité par Aude. Est-ce que c'est des changements plutôt RH, plutôt SI, plutôt des changements je sais pas, d'optimisation des achats. Enfin, c'est assez large. C'est sur quel type de projet qu'elle rencontre ce sujet-là, parce qu'en fonction des sujets, c'est peut-être un peu différent dans la manière de le traiter. Donc ça, je vous laisse, Aude, je vous laisse préciser. Ensuite, Hugues, donc manager de transition, management des projets de transformation, adapter chaque situation, chaque mission, mais avant tout, c'est mettre en place au plus vite la confiance à chaque nouvelle mission et durant chacune, car une transformation à différentes étapes et veut évoluer au fur et à mesure. Là, je pense que c'est un peu pareil, Hugues. Peut-être que vous avez un contexte particulier à mentionner. Est-ce que dans votre mission actuelle, peut-être, voilà, est-ce qu'il y a une difficulté que vous rencontrez et c'est ça qu'il faut aborder aujourd'hui? Tout dépend des projets pour lesquels je suis appelé. Ça peut être de la transfert d'orga ou de la mise en place de nouveaux outils. Ok, d'accord. Merci Audin pour cette précision. Est-ce que pour les autres, Sharon, Sandra, Laure, Isabelle, Gérard, Boukari, voilà, est-ce qu'il y a des enjeux sur lesquels il faut parler pour vous aider au mieux ou est-ce que voilà, n'hésitez pas à mettre votre problématique. Je vois que quelqu'un écrit encore. Qu'on va attendre cette dernière réponse et après je laisserai. Hugues, non, pas de contexte, il change à chaque fois. Ce que je vais entendre aujourd'hui va me permettre d'être plus pertinent et efficace. Je n'en doute pas. Régis et Antoine vous apporteront leur expertise. Alors, je vois qu'il y a une dernière personne qui écrit. Donc, on va attendre juste cette réponse. Et comme ça, on passe à la suite. Bon. Bah, Antoine et Régis, je vais vous laisser vous présenter. Comme ça, vous allez pouvoir donner tout le contexte. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas voilà, à mettre vos problématiques, vos enjeux. Comme ça, Antoine et Régis peuvent les traiter au fur et à mesure de la conférence. Okay. Je vous donne la main. Merci Pablo. Moi, je vais me présenter, je suis à droite. Je suis Antoine Just, je suis le directeur à la fois du cabinet et à la fois je
je manage la practice transformation des organisations. L'idée chez nous, c'est que ce dont on s'est aperçu, c'est que en fait, il y a plein de changements qui sont lancés dans les entreprises et qu'en général, il y a plein de projets en fait qui n'atteignent pas la majorité, enfin même la majorité des projets n'atteignent pas, on va dire, la valeur qui est attendue. Souvent, il y a des problématiques de délai, c'est-à-dire que le projet est prévu pour 1 an et demi, il dure 2 ans, donc c'est des coûts supplémentaires. Aussi en termes de budget, ça dépasse, et aussi en termes de valeur, c'est-à-dire qu'il y a plein de projets dans les entreprises qui promettent un niveau de valeur, et finalement, c'est pas souvent le cas. C'est même, quand on regarde les dernières études en date, il y a plus de 70% des projets qui n'atteignent pas le niveau de valeur attendu dès le départ. Et un des gros sujets, c'est que souvent la transformation est bien pensée au niveau du haut de l'entreprise, c'est-à-dire des dirigeants, mais qu'elle n'est pas assez bien relayée au niveau de l'encadrement intermédiaire. Et cet encadrement intermédiaire est pris dans un étau entre à la fois la performance qu'il faut générer au quotidien et à la fois les projets de changement qui nécessitent une énergie supplémentaire pour pouvoir les amener au bout, insuffler une dynamique qui fait que à la fois les opérationnels et les fonctions support se mobilisent sur le projet et apportent le niveau de valeur attendu. Et donc, on identifie ce sujet-là à travers, nous, le leadership, qui est la capacité à créer un avenir dans lequel les gens ont envie de s'inscrire. Et c'est le sujet en fait, du cabinet qui s'appelle Elite Partner. Alors, je vais juste le présenter comme ça. On a 5 grands domaines d'activité. Donc, le premier, ça va être la conduite du changement. Mais avant ça, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit de maturité et de leadership des équipes pour pouvoir justement regarder d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on veut aller et quels sont aussi les points sur lesquels le leadership doit grandir. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a des sujets de compétences et donc on a un département formation pour y répondre, ou alors des sujets de mise en exigence et de résilience managériale. Et là, on va adresser ça à travers un 4e département qui est la partie coaching. Et le 5e département, c'est quand les ressources manquent en interne et qu'il faut adjoindre un manager de transition ou alors une ressource supplémentaire, quelle qu'elle soit en termes de management, pour amener le dynamisme et porter le projet au niveau où ça le demande, à la fois en termes de sponsorship et d'implication des équipes. Et c'est le département qu'on appelait recrutement, ressources et mission de transition, qui est managé et piloté par Régis. Et donc, c'est le moment où je te donne la main. Moi, je m'appelle Régis Benazèche. Comme Antoine vient de le dire, je m'occupe de la division recrutement, placement, pour faire simple, et gestion des ressources en règle générale. Et pour rebondir sur les propos d'Antoine, en fait, on s'aperçoit souvent que les problématiques qui interviennent à l'occasion de projets de transformation sont soit un manque de visibilité de la part du sponsor et donc une carence dans la communication, ou lorsque cette communication existe bien, et bien on rencontre une problématique dans la transmission de cette information aux équipes et avec un certain savoir-faire, de manière à créer une dynamique et faire en sorte d'embarquer l'ensemble des équipes. Et là, on est sur un point déterminant, justement, de recherche de gens qui sont les transmetteurs, les relais, je dirais les bras armés de la décision stratégique du board, du comité de direction ou de la direction générale. Et dans ce cas-là, eh bien, si on se contente d'embaucher un patron de département, eh bien, on aura quelqu'un qui va gérer les équipes, et dans ce cas-là, on n'arrivera pas au résultat escompté. Aujourd'hui, la garantie de voir s'inscrire une dynamique dans un projet de transformation et la possibilité d'embarquer les équipes, c'est précisément en recrutant un leader qui, lui,
par son charisme, son attitude, sa posture, eh bien, va embarquer l'ensemble des équipes dans une vision inspirante que propose le projet de transformation. Donc, c'est là toute la différence et c'est là où on intervient pour justement recruter les bonnes personnes, c'est-à-dire, c'est pas recruter un profil, c'est recruter plus qu'un profil, c'est c'est recruter une dynamique, quelqu'un qui va, par son attitude, être le garant du succès de la transformation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aborder les 3 questions essentielles. C'est quelles sont les qualités d'un leader, comment le reconnaître. Ça, c'est un premier point. On va rentrer dans le détail de tout à l'heure. C'est aussi comment repérer les talents pour mener ces changements. Donc, déjà au départ, les qualités essentielles, c'est ne pas se tromper sur le choix du candidat et quels sont les attendus en termes de qualité. Deuxièmement, quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui pour identifier les leaders et les distinguer des autres profils qui ne seraient pas leaders, dont on a peut-être un peu moins besoin dans le cadre de la transformation des entreprises. Et puis, comment choisir le bon leader de manière à être sûr que ça va dans le sens de l'entreprise et que ça va permettre à l'entreprise de bâtir un projet dans la sérénité et d'embarquer l'ensemble des équipes. Donc, à chaque fois, on va essayer de vous donner un exemple vivant de ce que l'on a pu réaliser au travers de nos partenaires, de nos clients. Alors, première question, donc quelles sont les qualités essentielles du leader? Eh bien, déjà, commençons à dire qu'un leader, c'est pas un boss. D'accord. Et donc là, il convient d'être précis sur la notion de leader, de boss. En fait, comme le schéma l'indique clairement, le leader, c'est le boss est quelqu'un qui va piloter les équipes dans la réalisation de certains objectifs. Le leader, c'est celui qui va donner de sa posture et faire en sorte d'embarquer l'ensemble des équipes avec lui. Alors, le boss ou le patron, lui, va pousser ses collaborateurs, tandis que le leader va les motiver. Le patron ou le boss va compter sur l'autorité pour réaliser les objectifs. Le leader, lui, va plutôt compter sur les bonnes volontés. Le patron va inspirer la peur, le leader va inspirer l'enthousiasme. Le patron va dire je quand le leader dira nous. Et donc, voilà un ensemble d'attitudes. Le boss, pour finir, dira allez-y. Le leader dira allons ensemble ou faisons corps face à la problématique. D'accord ? Voilà quelques phrasés, quelques qualificatifs qui déjà distinguent bien le boss du leader. On voit bien que le boss est plutôt sur le haut, je dirais, à donner ses directives, alors que dans le schéma, le leader rejoint ses équipes et il est aux côtés des équipes. Il n'a pas véritablement et principalement un lien de subordination avec les équipes. Ça peut être un des membres de l'équipe sans être pour autant le responsable de l'équipe. Voilà. On peut avancer. Ce que l'on va rechercher chez un leader, c'est comme on l'indique ici, c'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou des organisations vers l'atteinte d'un but commun. Et en cela, il va adopter plusieurs attitudes au quotidien. Et dans l'objectif de guider, comme on l'a indiqué, d'influencer, de créer une vision inspirante, d'amener de la clarté sur le projet et d'indiquer à chacun des membres de son équipe quelle est la place qu'il aura à tenir dans la nouvelle organisation, de manière
à souligner la valeur des uns et des autres et la place importante qu'ils comptent dedans, il va amener par ce biais à ce que chacun des membres de l'équipe s'engage dans cette vision et adhère. Et puis, il va essayer d'appuyer l'équipe au quotidien dans la réalisation qui va contribuer à mener à la transformation et à l'objectif visé par la transformation. Je crois que tu voulais parler de l'effet chez Cooper. Tout à fait. Alors, là, on a effectivement un exemple d'une personne que l'on a placée chez un de nos clients et il faut toujours, au moment où on recueille les attentes du client, eh bien ne pas se satisfaire par définition de ce que vous donne le client, parce que le client a souvent le travers de vous appeler à l'aide pour solutionner une problématique. Et tant que cette problématique n'est pas solutionnée à ses yeux, ça l'empêche de parler à ce qui pourrait intervenir après. Et donc, il a un singe sur le dos, il attend que vous preniez et que vous lui preniez ce singe en disant « ça, on sait faire et on s'en occupe ». C'est à partir de là, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a les esprits clairs pour éventuellement évoquer quelque chose d'autre. Donc, en fait, il ne faut jamais se satisfaire du besoin premier et toujours aller gratter derrière. Là, en l'occurrence, un de nos clients nous avait demandé de pourvoir au remplacement d'un responsable d'équipe au sein d'un département achat. Et donc, si on s'était contenté de placer la bonne personne en fonction des attentes, eh bien, on aurait placé quelqu'un d'un niveau managérial middle par rapport aux attentes premières du poste à pourvoir. En fait, en interrogeant le client, on s'est rendu compte que derrière, en filigrane, un projet d'acquisition venait de se concrétiser, que le département achat qui nous passait commande, eh bien, allait être prochainement sollicité car l'acquisition d'un compétiteur faisait que ce département achat allait prendre énormément de volume et qu'il y aurait probablement une problématique de rationalisation, premièrement, du secteur achat, et deuxièmement, une optimisation à faire de l'ensemble des fournisseurs. Et donc, nous, on ne s'est pas contenté de fournir quelqu'un qui serait responsable d'une équipe, mais on a fourni quelqu'un de beaucoup plus capé, qui avait été patron de département achat, qui avait déjà eu l'occasion de faire face à des fusions, acquisitions, rachats de sociétés, rationalisation des achats, optimisation, etc. Et donc, ce qui s'est passé tout naturellement, c'est qu'à l'issue de la mission de remplacement qui était prévue initialement dans un premier temps, eh bien tout naturellement, le candidat a été sollicité pour rester au sein chez le client, de manière à cette fois-ci basculer d'une mission à une autre et se voir confier des missions d'optimisation et de rationalisation de la palette de l'ensemble des fournisseurs. Ce qui fait que d'une mission de 2 mois, eh bien, on est passé à une mission beaucoup plus longue d'optimisation des achats. Voilà. Ce qui finalement était tout à l'avantage du client parce que dans cette mouvance, le client s'est trouvé donc avec un collaborateur qui, au départ, qu'il voyait comme un simple responsable de département, et au fur et à mesure, il s'est trouvé avec à bénéficier du savoir-faire de cette personne-là qui avait déjà réalisé ces genres de fusion et d'optimisation et de rationalisation de clients. Et donc, c'est devenu à la limite une sorte de mentor par rapport au client et de feu dans la tempête, dans la mouvance, qui a permis justement à notre client de trouver un appui et de trouver comment dirais-je, des chemins tout à fait adaptés à la situation. Voilà. On peut peut-être poursuivre. Maintenant, on va aborder une autre question, c'est comment repérer les talents clés pour mener le changement. Alors,
je dirais que là, on va parler de notre approche, hein, et de nos outils. En fait, quelle est la problématique? C'est effectivement, premièrement, recruter un leader. Ça, c'est un premier point. C'est nécessaire, mais c'est malheureusement pas suffisant. Et deuxièmement, il faut que ce soit un leader qui soit en adéquation avec le fonctionnement de vos équipes et la culture de votre entreprise. Il n'y a pas longtemps, un DRH avec qui on échange beaucoup sur les pratiques DRH d'un gros groupe de l'industrie me disait récemment qu'il avait recruté 2 personnes dont il n'allait pas maintenir la période d'essai car les 2 personnes étaient techniquement au fait de la question, mais ne convenaient pas du tout sur le plan de la culture, des modes de fonctionnement. Et les 2 personnes en question étaient en train de mettre le feu aux équipes, entre guillemets, c'est-à-dire par leur divergence, leur mode opératoire différent, perturber complètement le cycle de fonctionnement normal des équipes. Donc, ils allaient devoir s'en séparer. Donc, c'est très important. Et pour assurer cela, nous, on a développé au sein du cabinet une méthodologie qui allie 2 choses, à la fois la mesure du niveau de leadership du candidat en vertical et à l'horizontale, on essaye d'identifier jusqu'à quel point les valeurs du candidat et les modes de fonctionnement du candidat sont, oui ou non, en adéquation avec la culture de l'entreprise. Voilà. Donc, en gestion de soi et de ses compétences, voilà, c'est ça. Voilà. On ira rechercher tout ce qui est constitutif aujourd'hui du leadership, hein, donc l'assurance de soi, la capacité de décision, les prises d'initiative, le dynamisme, la polyvalence, la gestion, planification, organisation, la réflexion analytique, bref, toutes ces qualités qui font que un profil devient non plus un simple profil, mais un profil de leader. Et puis, on essaiera d'identifier aussi le niveau d'intelligence de situation, de posture vis-à-vis des collaborateurs, comment il les implique, comment il les fait monter en compétences, comment il les accompagne dans la réussite des objectifs. Ça, c'est l'axe vertical du leadership. Et puis, sur le côté droit, à l'horizontale, on ira voir quelle posture cette personne adopte en respect avec ses propres valeurs, et on essaiera de voir si ces valeurs-là ne sont pas trop divergentes ou au contraire bien en accord avec les valeurs du client. Et également, on rapprochera ces valeurs du mode de fonctionnement du candidat, et cette fois-ci, on essaiera d'identifier les écarts qui peuvent exister entre les modes de fonctionnement du candidat et les modes de fonctionnement de l'équipe qui va recevoir le candidat, car il s'agit que le candidat matche parfaitement bien avec l'équipe qui va devoir le recevoir. Donc, ça nous donne des positionnements, des carrés, des zones où doit se trouver le candidat et des zones qui indiquent un petit peu où des efforts vont devoir être fournis. Et donc, ça nous permet d'identifier ainsi beaucoup plus clairement quels sont les candidats qui, ont véritablement un pouvoir de leadership et qui sont réellement en adéquation avec les modes de fonctionnement et la culture de l'entreprise. Alors, nous avons largement utilisé cet outil, qui est un outil que nous avons développé en interne, car aujourd'hui, il n'y a pas, à notre connaissance, d'outils de ce type-là qui mesure à chaque fois le niveau de leadership à la verticale et le niveau d'adhésion au mode de fonctionnement ou à la culture de l'entreprise. Et donc, nous avons, travaillé avec un partenaire dans l'industrie pharmaceutique avec qui nous avons évalué l'ensemble des
des salariés en interne qui étaient susceptibles de recevoir une promotion, car c'est pas tout de proposer des promotions, encore faut-il que la marche ne soit pas trop haute pour certains candidats et que de bons candidats sur le plan technique, eh bien, le soient, le cas échéant, à la fois sur le plan technique, mais sur le plan également managérial, avec les bonnes valeurs et les bonnes pratiques. Et donc, ça, c'est ce que l'on mesure. Et donc, on a passé en revue un bon nombre des membres, enfin des postulants à de nouvelles fonctions, et c'est ainsi qu'on a identifié clairement quels étaient parmi les postulants ceux qui étaient, on va dire, ce qu'on appelait autrefois les boss, hein, donc des patrons susceptibles d'être patrons de département, mais sur lesquels il ne fallait pas attendre une réelle dynamique d'entreprise vis-à-vis de projets de transformation, et d'autres, au contraire, qu'on a clairement identifiés, et aujourd'hui, ils sont très visibles dans le panorama chez ce client, donc de gens qui, aujourd'hui, eh bien, sont des gens qui, d'eux-mêmes, vont chercher l'information en amont, la transmettent et sont de magnifiques relais et bras armés des stratégies de déploiement et d'optimisation du client aujourd'hui. Donc, c'est un outil qui est 100% fiable, qu'on a testé et qui fonctionne très, très bien. Alors, on voit une question quelqu'un qui souhaiterait avoir une définition exacte du… Non, il te dit que tu donnes exactement la définition d'un leader, donc oui. d'un manager de transition. Oui, d'accord. Oui, alors oui et non, parce que tout manager de transition, alors après chacun a sa perception des choses. Dans les managers de transition, et Dieu sait si on en connaît quand même pas mal, et c'est aussi notre fonds de commerce, eh bien on en a qui sont d'excellents managers de transition, mais en même temps des exécutants pour une mission donnée, c'est-à-dire on leur donne une mission qui va être une mission essentiellement technique, et ils vont s'acquitter de la mission et point barre. D'autres font plus que ça, c'est-à-dire que d'autres participent à la stratégie de transformation de l'entreprise, et là, souvent, font office de leader et en donnant de l'explication aux équipes, en leur expliquant quelle est cette nouvelle vision projetée de l'avenir dans lequel ils pourraient s'inscrire. Et ça, c'est deux attitudes bien différentes qu'on retrouve naturellement chez les uns, mais pas forcément chez les autres. Certains sont là pour faire un travail, une mission, point barre, ça suit ou ça suit pas, et d'autres, au contraire, se sont investis de la nécessité de voir l'ensemble de la stratégie être mis en application et que l'ensemble se retourne. Et donc, dans ce cas-là, ceux-là sont des transmetteurs, ils s'impliquent dans une dynamique de projet. Voilà. Je crois que maintenant, on va aborder le troisième point. C'était pour vous donner un exemple, en fait, je dirais, de transformation réussie grâce à la collaboration entre divers profils de leaders. Un de nos clients a identifié, un de nos clients dans l'industrie pharmaceutique et notamment au niveau production, a identifié ce qu'on appelle des TRS dans le langage basique et classique de la production, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique, c'est-à-dire des zones de perte d'activité et de perte de capacité qui peuvent être liées soit à une mauvaise gestion des ressources qui ne sont pas forcément placées au bon endroit dans la chaîne de production, soit à une mauvaise optimisation des machines, soit à des procédures de maintenance qui sont un peu trop envahissantes ou débordantes. Et donc, nous a demandé de lui trouver un expert en amélioration continue. La connaissance que l'on a, nous, de l'amélioration continue, c'est que dans un processus d'amélioration continue, selon nous, il y a deux phases. Il y a la phase de gestion des données
Et puis ensuite, avec l'identification des zones de perte, donc faire ce qu'on appelle un mapping des pertes, et puis ensuite l'élaboration d'une stratégie, et ça c'est une première phase, c'est ce que nous on appelle la phase data mining ou la phase build. Et puis derrière, eh bien on a une autre phase qui consiste à mettre en application la stratégie d'amélioration continue qui a été imaginée à la suite de ce constat des chiffres. Et en fait, notre client s'attendait à ce qu'on lui présente une tête bien faite dans un corps bien fait, mais en fait, on s'est dit que finalement, pour répondre exactement aux besoins de cette opération, eh bien, ça nécessitait deux approches, mais également deux modes opératoires différents. Et l'un qui est un mode, qui est un ingénieur data mining qui a fait de l'exploration de données, de l'interprétation de données et qui a identifié où étaient les pertes, etc. Et je dirais de façon quasi mathématique et qui n'appelait chez ce candidat que de la connaissance purement technique. À la différence d'autres propositions qui ont été faites aux clients, eh bien, nous avons considéré que c'était un type de manager et nous avons proposé un deuxième type d'expert pour la deuxième mission derrière, qui était la mission d'accompagnement des équipes dans la mise en œuvre de cette stratégie d'amélioration continue. Et cette fois-ci, on a choisi un profil pas du tout orienté sur les chiffres, mais plutôt orienté sur la mise en application des nouvelles stratégies d'amélioration continue auprès des équipes. Donc quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'humain, avec un profil beaucoup plus leader, transmetteur d'une dynamique, que non pas le premier profil que l'on avait. Voilà des exemples qui, j'espère, illustrent un petit peu quelle est notre attitude lorsque un de nos partenaires nous sollicite pour lui apporter les bonnes ressources. Eh bien, on va toujours au-delà de la première demande et on essaye toujours d'identifier exactement ce que cela impliquerait ensuite en termes de recherche de profil. Et là, typiquement, dans le dernier exemple, ce qui était très important, c'est que le deuxième candidat qui serait en charge de mettre en application cette stratégie d'amélioration continue, eh bien, et cette sensibilité émotionnelle qui est nécessaire, et ce tact, cette connaissance des équipes, comment les équipes fonctionnent, à quoi elles carburent, quels sont leurs moteurs, et surtout adhérer à 100% aux valeurs de l'entreprise, de manière à ce que son discours soit imprégné de ces valeurs-là et soit encore mieux comprise et bien plus intégré par les équipes, de manière à éviter les chocs de langage, etc. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès parce que effectivement le premier candidat a joué son rôle à merveille, il a été purement identificateur de problématiques, et le deuxième, lui, est en train de mettre en application les stratégies d'optimisation des performances et de l'amélioration continue. Voilà. Donc, on va laisser place maintenant aux questions-réponses, parce que l'idée, c'est aussi que vous nous fassiez part de vos problématiques, de vos enjeux, et puis commencer à voir avec vous peut-être quelques ébauches de solutions. Je rappelle un point très, très important, on n'en parle jamais suffisamment, c'est que nous vous offrons la possibilité de pouvoir échanger en dehors de ce webinaire, et on se propose de prendre un petit peu de temps avec vous, pour ceux qui le souhaitent, en échange téléphonique, et qui pourrait se faire en dehors du webinaire, de manière à nous parler de leurs problématiques, de leurs enjeux. Et dans ce cas-là, souvent, le simple fait d'évoquer un peu en off pour les uns et les autres des enjeux auxquels ils doivent faire face, et bien souvent, c'est aussi une façon de trouver des débuts de solutions. Et souvent, lorsqu'on raccroche au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, eh bien,
les participants sont assez satisfaits de cette situation parce que ça leur permet aussi de voir les choses différemment, car naturellement, quand quelqu'un vient à nous en nous disant, ben voilà, on a tel problème, on pense que ça vient de là, ben souvent, nous, on se rend compte que oui, ça arrive, que ça vienne de là, mais pas que. Et souvent, eh bien, une chose peut en cacher une autre. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, nos coordonnées peuvent apparaître et en tout cas c'est facile pour vous de prendre contact avec nous parce qu'il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec un petit clic qui est présent, une petite icône qui vous permet de prendre rendez-vous avec nous et directement de trouver un lieu enfin un moment qui vous convient dans notre agenda calendrier. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-le, prenez date avec nous de manière à ce qu'on puisse échanger en off sur votre problématique personnelle. Okay. On est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Aude, oui, l'absence d'intelligence des situations est une limite au potentiel des leaders. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. On a des leaders qui se contentent d'être bons dans leur matière, d'être de très bons financiers ou de très bons data miners. Prenons le dernier exemple. Ça fait pas des gens qui sont forcément pour autant capables de transmettre un projet de transformation et de lui donner une dynamique et de donner de la visibilité aux gens pour les embarquer. Est-ce tu as la possibilité de faire défiler peut-être? Il y a plein d'autres, mais si je reviens aux questions de début, au sujet de début, il y avait le manque d'appétence de l'orga pour la dynamique de changement du fait de ses dirigeants ou des collaborateurs. Oui, c'est vrai que, enfin, moi, on a souvent quand même à traiter ce sujet-là. C'est que on a les dirigeants qui ont des objectifs de transformation ou d'adaptation au marché, surtout en ce moment. Je me rappelle une étude qui a été faite par un autre cabinet qui s'appelle Eurogroup Consulting et qui a demandé à plus d'un millier de dirigeants quelles étaient leurs problématiques ou sujets sur 2025 et leur orientation. Et ce qui sortait de cette étude, c'est que, alors si je mets d'un côté le contexte sur lequel on n'a pas vraiment de pouvoir, qui est le contexte géopolitique, qui les préoccupe beaucoup, et donc du coup l'internationalisation, ce qui ressort, c'est la restauration des marges. Premier sujet. Donc, si on part 2024, c'était d'augmenter la rentabilité, de faire en sorte de générer de la rentabilité, parce que on va dire beaucoup de dirigeants avaient des PGE et une dette qui était très très forte. Et d'ailleurs, ils l'ont rappelé dans le webinaire, c'est que en France, on est l'endroit où les entreprises sont le plus endettées. Et donc, du coup, là, cette année, ça va être sur la restauration des marges et également la réorientation des activités vers des activités qui sont sans doute plus rentables. C'est-à-dire que les dirigeants ne manquent pas, en fait, d'objectifs, de sujets, de transformation. Et souvent, ils voient ça comme un objectif et ils n'arrivent pas forcément à le mettre en lien avec le côté opérationnel. C'est-à-dire qu'on voit, il faut atteindre des objectifs, des résultats au quotidien, il faut changer et faire migrer l'entreprise. Et à part le fait d'en parler, à part le fait de le mettre comme un projet, beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants ne voient pas ça comme une conduite du changement et donc du coup une capacité à insuffler cette dynamique au quotidien, à la semaine, et on part de quelque chose qui n'est pas forcément tangible. D'où l'idée en fait de les aider à construire l'avenir et en lien avec l'opérationnel, de les aider à migrer à la fois le côté opérationnel, à la fois l'activité, à la fois les compétences, pour faire en sorte que l'ensemble bouge et continue à garder un côté opérationnel. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans les missions à la fois de formation, pour leur expliquer ce concept-là, aux managers, et à la fois dans le renforcement en fait, des compétences et de l'exigence pour faire bouger en termes de formation et en termes de structure organisationnelle
le fait de faire bouger à la fois la structure et les personnes dans l'inscription de cet avenir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a publié. Okay. Ouais. Donc, on a Aude, souvent leader. Ah, non, c'est ton webinaire, vas-y. Excuse-moi. Souvent, un leader à potentiel est un profil intuitif. Avez-vous des outils à mettre à disposition de ce type de profil pour étayer son intuition? Un client a besoin de faits, pas de suppositions, pour orienter ses choix stratégiques, quand bien même celle-ci serait juste. En fait, oui, enfin, si j'ai bien compris votre propos, en fait, on a indiqué un peu plus en amont dans le webinaire des outils, notamment un outil que nous avons mis en place qui permet justement de déterminer le type de leadership d'un candidat. Et dans ces questions-là, bien évidemment, il y a des questions qui portent un petit peu plus sur le caractère intuitif des candidats, ce qui nous permet d'identifier le leadership que nous avons en face de nous. Et c'est vrai que là encore, il y a plusieurs types de leadership. Il va y avoir des leaders qui seront très intuitifs, d'autres qui le seront un peu moins. Donc c'est toujours à chaque fois une question de nuance. Mais précisément, on essaye d'étalonner, je dirais, notre questionnaire de manière à pouvoir identifier ce niveau d'intuitivité. En même temps, qu'on soit bien clair, le test que nous avons mis en place donne un premier élément de réponse, donne un premier aperçu sur le type de candidat que nous avons en face de nous. Après, bien évidemment, ce n'est qu'un outil qui vient en complément de tout le reste. Ce que nous faisons, c'est bien évidemment des entretiens, où là, on a la personne en face à face et on a le loisir d'évaluer son intuitivité. Et puis, on a aussi des cas de mise en situation où là, typiquement, souvent, on lui demande de résoudre en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, une ébauche sur la façon dont il traiterait précisément la problématique de notre client pour lequel nous sommes en recherche de candidats. Donc oui, tout ça fait partie d'un panel, en sachant qu'on touche quand même quelque chose de très sensible, hein, c'est les couches profondes de chacun. Et pour le test, eh bien, c'est déclaratif. Pour les entretiens, par contre, on a les gens en face de nous, donc là, on les sent. La façon dont ils répondent, ça reste aussi déclaratif. Donc, bien sûr, il y a toujours possibilité de faire des découvertes au fur et à mesure, mais en règle générale, jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trompé. Je vais répondre d'une autre manière. J'entends, qu'est-ce qu'on met comme outil pour étayer l'intuition finalement d'un leader, d'un manager de transition, ou de quelqu'un qui a apporté un changement. Et j'entends la fin qui a besoin de faits et pas de suppositions pour orienter les choix stratégiques. Et l'expérience qu'on a, c'est que souvent, si on cherche des faits, on va regarder des tendances. En fait, on a une intuition qu'il faut changer de tel type de machine ou changer la culture de management ou ce que vous voulez. J'ai une première réflexion qui est de me dire que si on cherche des faits, on va forcément les trouver dans le passé. Et donc, on va essayer d'expliquer ce qu'on veut faire dans le futur en regardant dans le passé ce qui est en train de se jouer, ce qui s'est joué. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne va plus parler de changement ou de leadership, on va parler de management. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions pour réorienter le futur d'une certaine manière en se basant sur des faits passés et à la lumière de toujours suppositions dans l'avenir, puisque personne ne connaît l'avenir. Et on va prendre du coup des décisions. Ce qui va faire justement un leader, c'est qu'il ne peut pas forcément se baser sur des faits futurs puisqu'il ne les connaît pas, mais c'est qui il a été dans le passé. Est-ce que dans le passé, quand il a dit qu'il faisait certaines choses, il les a forcément faites, il les a bien faites et ça a produit la valeur annoncée? Qu'est-ce qui fait qu'on va suivre quelqu'un qui manage le changement, qui conduit le changement, qui est un leader dans l'entreprise, et de le suivre dans sa pensée et dans ses directions? C'est parce que dans le passé, en fait, et dans sa façon d'être,
il incarne sa vision. Au fur et à mesure, les résultats se produisent de ce qu'il était en train de dire ou en train de faire, et les faits lui donnent raison au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va travailler, nous, et ce qu'on va regarder aussi chez les managers de transition qu'on place, et puis dans nos actes, dans nos missions, parce qu'on a des missions de conseil, c'est on va mettre en position de direction de mission ou de chef de projet ou de manager du changement des personnes qui ont l'intégrité vissée au corps. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer des choses et ça va se produire. Et même quand c'est des changements. C'est-à-dire que même quand il y a une incertitude, ils ont l'engagement nécessaire pour faire en sorte d'aller chercher les ressources en interne dans l'entreprise, en externe, peu importe, pour faire arriver le résultat qui a été promis. Et résultat, non pas uniquement en termes de chiffres, mais en termes de valeur dans l'expérience. Donc voilà notre niveau de réponse. Et juste, j'ajouterais, on demande bien évidemment aux candidats de nous parler de leurs expériences passées, d'échecs ou de réussites. Et en fait, tout est dit dans la façon dont ils ont de présenter leurs expériences. Il y en a certains qui vont vous dire, voilà, je devais réaliser un bilan, mais je suis excellent dans Excel, dans le maniement des nouvelles réglementations, etc. Donc ça s'est très bien passé. Et puis l'autre va vous dire, écoutez, moi j'avais une équipe qui avait la sensation de ne pas être pris en considération et qui du coup rechignait à réaliser le bilan cette année, etc. Donc je suis allé auprès d'eux, j'ai essayé d'identifier leurs problématiques, j'ai identifié qu'ils avaient une problématique de reconnaissance. J'ai travaillé cette question-là avec eux, etc. Et puis du coup ça a créé de la motivation et je suis arrivé au résultat. Et en fait, voilà, un boss, un manager va vous dire, voilà, j'ai utilisé tel outil, Excel, etc., la réglementation, les normes, et un autre vous dira, moi, mon meilleur outil, ce sont les équipes. J'ai essayé d'apporter à mes équipes ce que la structure ne leur donnait pas forcément, la reconnaissance ou la montée en compétence. J'ai identifié que telle et telle personne n'avait pas le niveau et n'osait pas en parler. Je l'ai identifié en discutant avec elle, etc. Et ce sont des gens qui, demain, vont exprimer leur reconnaissance pour ce qu'a fait le leader en le suivant. Sur simple attitude du leader, ce sont des gens qui leur ont embarqué et qui vont suivre le leader. Parce que c'est, à un moment donné, le leader qui a pris le temps de les écouter et de les embarquer. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence. Je propose qu'on... Sauf s'il y a encore d'autres éléments. Est-ce qu'on... Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Dans la transition, les hauts potentiels entreprises peuvent être conseillés, par exemple. Ouais. Oui, tout à fait. Les hauts potentiels, c'est pareil. Et j'ai un qui est état de conscience de celui qui décide et oblige en tant que big boss tout un programme à creuser. Ok. Oui. Ok. Je vois pas d'autres questions problématiques, sauf erreur de ma part. Non, il n'y en a pas d'autres. Okay. En tout cas, je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Hein. On est très visible sur LinkedIn, d'une façon générale, de manière à, le cas échéant, alors on sait bien que dans un webinaire, pour des questions d'anonymat, de discrétion, etc., on ne met pas forcément en avant ces enjeux ou ces problématiques auxquelles on fait face sur le plan professionnel. Donc c'est pour ça qu'on vous offre cette possibilité de pouvoir échanger en one-to-one, au téléphone ou en visio, après coup. Et ça, il ne dépend que de vous de prendre rendez-vous avec nous ou de nous écrire sur notre mail pour solliciter un échange et on répondra favorablement à chaque fois. Donc n'hésitez surtout pas. Okay. Un grand merci à vous pour votre temps, les échanges, la disponibilité. Et on a hâte de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir continuer aussi nos échanges. Sachez qu'il y a un autre webinaire qui est prévu le 10
le 20 février, on vient de changer la date, Oui. avec Lydia, qui est la directrice du département qu'on a appelé Action sur site et valorisation, et qui va vous parler de valoriser la performance des équipes, autrement dit, comment est-ce qu'on la maximise, et notamment en termes d'orientation de marché et de restauration des marges, qui sont des sujets que les dirigeants cette année valorisent. Un grand merci encore. Merci à N'hésitez vous. pas à vous inscrire et bonne journée et bonne semaine. Et à bientôt. Bonne journée.